que c'est un petit peu tout ce que vous venez de dire, Mathilde et Maud, c'est-à-dire cette globalité qui nous laisse finalement très impuissants. Et j'avais entendu parler il y a déjà plus de 5 ans de ce village de Riace qui reçoit des migrants depuis 20 ans dans ses maisons, dans ses terres. Donc c'est un village qui a fait le choix de revivre en accueillant des gens. C'est un village du sud de l'Italie qui a été déserté comme la plupart des villages du sud de l'Italie. Donc je voudrais dire aussi que dans les motivations que j'avais pour faire ce documentaire, j'avais tout simplement la conscience que comme 70% de Français d'ailleurs, je suis descendante d'immigrés italiens, et que donc j'avais en mémoire ces 40 millions d'Italiens qui sont partis pendant un siècle, qui sont allés dans tous les pays et qui ont quitté leur pays, qui ont été tous des exilés, comme mes grands-parents l'ont été. Et donc, venus de ce sud de l'Italie, ils n'ont plus jamais revu leur pays. Et j'ai traversé ce sud de l'Italie et j'ai vu des villages totalement abandonnés. Donc c'était très questionnant ça. Et ce village de Riace, je m'y suis arrêtée parce que c'est un village qui ne voulait pas mourir, qui avait en même temps en mémoire l'exil des siens et qui avait décidé de revivre avec ceux qui voulaient bien venir vivre là. Et tout à coup, il y avait quelque chose qui était très simple dans ce village. On ne se demandait pas justement quel mot donner aux gens, comment appeler les gens qui venaient y vivre. On leur disait on a des maisons vides, remplissez-les, aidez-nous à retaper le village parce qu'il est en train de sombrer, aidez-nous à revivre. Et donc on ne s'est pas posé la question de le problème des migrants. On s'est dit tiens, quelle chance, il y a un bateau qui vient d'arriver, il va peut-être nous aider à vivre et à retrouver le goût de la vie. Et là, je parle de tout le sud de l'Italie, bon, je parle de ce village, mais le sud de l'Italie est un endroit pratiquement abandonné, pratiquement désuétude comme ça, abandonné notamment par le nord. Et c'est d'ailleurs très amusant d'entendre Salvini maintenant, tout à coup, essayer de séduire le sud de l'Italie, alors qu'il a créé la Ligue du Nord, en disant qu'il faut se séparer des méridionaux, c'est plus terreux, etc. Bref. Donc je m'éparpille, mais bon, tout ça pour dire que ce village a eu un regard que personne finalement n'avait. C'était de dire, ces gens qui arrivent, c'est aussi une chance pour nous. Et ça, ma foi, on ne l'entendait pas tellement. Et ça faisait 20 ans que le village vivait comme ça, donc c'est pas dire qu'ils ont été, qu'il y a eu une espèce d'accueil comme ça, spontané, etc., sur lequel on est revenu. Non, ça fait 20 ans qu'à Riace, des gens viennent, des immigrés se sont installés, font partie de la vie du village, ont acheté des fermes, font des ateliers, etc. Tout ça se passait dans un relatif anonymat, je dirais. C'est un village assez peu connu. Tout ça a été finalement une petite exception en Italie. Et depuis que le gouvernement italien a changé, depuis que Matteo Salvini notamment est devenu ministre de l'Intérieur, ce petit village qui faisait finalement de l'ombre à personne est devenu tout à coup emblématique de ce qu'il faut détruire. Et donc là, ça fait 2 ans qu'il subit une espèce de persécution, le maire du village, les habitants du village qui ont donné leur maison et tout ça, tous ces gens-là subissent une persécution juridique, des dénonciations anonymes, des choses comme ça. Le maire du village est en procès, il est accusé de faciliter l'immigration irrégulière, alors que pendant 20 ans, quand on ne savait pas où mettre des gens qui étaient à Lampedusa, on appelait le village, on disait vous n'auriez pas de la place pour eux. C'est la préfecture qui faisait ça. Et tout à coup, maintenant, on les accuse d'avoir favorisé l'immigration irrégulière, on les accuse d'avoir favorisé des mariages blancs, ce qui est assez amusant parce que les quelques mariages blancs que j'ai rencontrés à Riace, c'est-à-dire des mariages d'Italiens de Riace avec des femmes africaines, puisque c'était une érythréenne et une nigériane. Ces gens sont mariés depuis des années, ont fait des enfants, donc on ne va pas trouver le mariage blanc, mais je pense que ça c'est une accusation qui va d'ailleurs tomber très vite. Donc voilà, tout à coup ce petit village de 2000 habitants qui est passé à 2000 habitants grâce aux immigrants qui sont venus, qui est passé de 900 à 2000 habitants, ce petit village est devenu un danger public en Italie.
et donc déchaîne maintenant une passion qui divise le pays en deux, on peut dire, les pros et les contre, c'est-à-dire les pro-Salvini et les pro-Lucano. Et le maire d'un petit village de 2000 habitants se trouve avec le grand rival du ministre de l'Intérieur en Italie. Donc voilà où on en est, et donc le film que j'ai fait, que nous avons fait, Catherine Catella et moi, a raconté l'histoire de ce village et de la façon dont les gens vivent ensemble. Au départ, on voulait montrer le principe d'accueil, etc., parce qu'on trouvait ça formidable. Et petit à petit, plus on a été dans le village, et plus on s'est dit, mais on n'a même pas envie de montrer ça, on a envie de regarder vivre ce village, et de ne pas se demander qui c'est qui est immigré, qui c'est qui est né à Riace, qui c'est... Et on ne se l'est pas demandé, et effectivement, quand on voit le film, à part les gens qui ont une couleur de peau plus différente, donc on repère qu'ils viennent de loin, mais sinon on n'en sait rien, qui est immigré, qui n'est pas. Donc en fait c'est comme ça qu'on a regardé ce village, et là on est en train de faire le deuxième film qui racontera malheureusement une toute autre histoire. De dire un travail militant, je dirais que c'est un travail pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes on s'est sentis désemparés devant un vocabulaire qui nous heurtait, qui nous était insupportable. On entendait flux, on entendait invasion migratoire, on entendait des choses qui nous étaient absolument insupportables. Et on avait envie d'y répondre. Alors, est-ce que c'est d'être militant? C'est en tout cas d'être militant pour l'humanité, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que quand on fait un travail artistique, d'écriture, quel qu'il soit, je suppose qu'on le fait quand même pour essayer de transmettre des choses auxquelles on croit, ou pour essayer de raconter des histoires qui nous semblent intéressantes. Merci. Est-ce que les autres intervenants, vous souhaitez réagir par rapport à cette question? Ouais, je pense que à partir du moment où effectivement on donne à montrer quelque chose qu'on a ressenti, qu'on a vécu, parce que c'est ça, en tout cas en photo, on va dire que ça doit être du reportage, ça reste moi, ma vision des choses. J'espère participer, notamment par les témoignages, souvent quand je fais des interventions autour de mes photos, à un certain éveil de conscience. En tout cas, bon, c'est vrai que souvent il y a des gens sur mes images, ils me disent « Ah bon, je savais pas qu'il y avait des enfants qui prenaient la route, qui prenaient la mer plutôt, je savais pas qu'il y avait des familles. » Bon voilà, je me dis déjà qu'ils se rendent compte que oui, effectivement, il y a des familles, qu'il y a des gamins, qu'il y a même des bébés, que peut-être ça permet pour eux de s'identifier un peu mieux aussi aux migrants, donc à ceux qui font le voyage. Je sais pas, donc en espérant qu'effectivement il y a un éveil des consciences qui se fait, et après il y a toujours moyen de prendre des décisions comme a fait la capitaine du Sea-Watch. Je pense que là on est encore à un niveau encore au-dessus. C'est sûr qu'on est toujours maître, on peut toujours décider de vraiment acter, quoi. Mais voilà, comme tu disais, ça met du temps, et puis qu'il y a un moment où on est trop énervé pour qu'on fasse quelque chose, et c'est ça. Je vais plutôt apporter une petite information, comme la dame avait parlé d'esclavage en Libye. Bon, ce que j'entends pas souvent dans les médias, c'est quoi? C'est que sous le règne de Kadhafi, l'esclavage existait déjà en Libye. Mais dans les débats, les conférences, je n'entends pas ça. Moi, j'ai eu la chance, bon, je ne dois pas dire la chance, j'ai été témoin quand même. Sous le règne de Kadhafi, j'étais déjà en Libye. Donc j'ai vu un peu ce que les Africains subissaient. C'est-à-dire, quand je dis africain, il y avait un peu de tout, quoi. Que tu sois maghrébin ou érythréen, c'était le même sort. Le Libyen ne respecte que le Libyen. C'est-à-dire, quand tu n'es pas Libyen, pour lui, tu es un cafard. Donc, l'esclavage existait depuis le temps de Kadhafi. Et j'ai traversé le désert avec des Nigérians qui, une fois en Libye, se sont retrouvés sur ces sites d'esclavage. Là, ils étaient dans les mazras, ils bossaient comme des malades. Et nous, je peux dire, ce jour-là, c'est le mensonge qui nous a sauvés. On a dit, on a un frère à Tripoli. Une fois à Tripoli, on va payer le reste. Mais une fois arrivé, c'était le chaos déjà à Tripoli, avant la révolution. C'est-à-dire quand on est arrivé, chacun essayait de fuir à sa manière, quoi.
Donc, ce que les gens doivent retenir, et non, dans le temps, sous le règne de Kadhafi, l'esclavage existait. Et il n'y avait aucune organisation humanitaire qui pouvait vraiment avoir même un bureau en Libye. Même le Haut Commissariat des Nations Unies n'était même pas représenté en Libye. Donc c'est Kadhafi qui faisait la loi et les Libyens faisaient aussi la loi. Donc l'esclavage existait depuis le temps de Kadhafi. Donc c'est avec la crise libyenne que voilà, les gens ont commencé à voir ça un peu partout. Et le courage aussi de cette journaliste qui a pu filmer un peu. Sinon ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les prisons, ils arrivent à filmer, vous montrer. Ça vous choque, mais le choc doit être au-delà de ça. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on ne peut pas filmer. D'abord, dans ces cellules-là, vous n'avez pas droit au téléphone. Donc, c'est d'autres qui risquent leur vie et ils prennent des petites photos, balancer ça sur les réseaux sociaux pour avoir un peu d'aide. Quelle aide? Quelle organisation humanitaire peut rentrer en Libye pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un? Je ne vois pas. Ils n'ont pas encore eu le courage à le faire. Aujourd'hui, le Haut Commissariat des Nations Unies sont là-bas. J'ai tellement duré dans le camp de Choucha, le camp des réfugiés Choucha. J'ai vu Amnesty passer. Et il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui sont passées là-bas. Bon, aujourd'hui, il y a des filles avec qui, ou bien des staffs du Haut Commissariat des Nations Unies, on a gardé quelques contacts. Ils me disent, bon, on est en Libye. Même pas un mois, ils me rappellent encore, ah ben Yacouba, c'est chaud en Libye, nous sommes maintenant à Zarzis. Zarzis, c'est le paradis sur terre en Tunisie. Donc, de la Libye, ils se retrouvent en même temps à Zarzis. Bon, pendant ce temps, il y a des gens qui meurent dans les prisons. S'il faut agir, il faut agir maintenant, parce que là, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps, c'est bien beau, toutes ces conférences, ces débats et autres, mais s'il n'y a pas d'action qui va avec, vraiment, même moi, Yacouba, souvent, ça me décourage de parler. Voilà. Donc, voilà. L'esclavage existe en Libye il y a très très longtemps, et c'est maintenant que les gens sont au courant. Et ils sont informés, ils sont au courant, mais ils ne font rien. C'est ça qui est la vérité aussi, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. En ayant fait ce film sur l'accueil, on n'a pas le sentiment non plus, pas plus que Maud, pas plus que Mathilde, d'avoir changé quelque chose à la politique concernant l'immigration. Par contre, ce qu'on a ressenti en allant montrer le film un petit peu partout en France, c'est que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui accueillent, en fait, et que ce film, et c'est là qu'on avait l'impression d'apporter un petit peu quelque chose, ce film était les rassurer dans le fait qu'ils se sentaient un peu moins seuls, que ça pouvait leur donner des idées aussi, puisque ce village de Riaché n'a pas arrêté de réfléchir à la façon de se transformer, de vivre, de créer du travail, de tout ça. Donc c'est pour les gens qui accueillent, les associations, les gens qui se sentent parfois isolés en France, qui n'ont parfois pas beaucoup de possibilités, même administratives, ça leur donne des idées. Voilà, là on s'est dit, si on a un petit impact, il est là, quoi. Il est dans le fait que bon, vous n'êtes pas tout seul, et regardez, il y a des endroits où ça marche, regardez, c'est possible.